Alors voilà la première partie de la conférence d'hier à la Trinité-sur-Mer. En fait, c'était exactement à Carnac, salle comble. C'était une belle conférence. On a continué jusqu'à 1h30 du matin. Donc il y a eu 4h30 de conférence, environ 2h40 de monologue entre guillemets, puis à peu près 2 heures de questions-réponses. Donc les sujets étaient vastes. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter la vidéo en 3 parties. Je vous invite, comme toujours, comme dans toutes les introductions, à rejoindre ma lettre sur Substack. Parce que d'une part, je pense que c'est passionnant, et d'autre part parce que c'est là où je consacre l'essentiel de mon temps pour tout ce travail de partage d'informations, de transfert de savoir, de connaissances, d'analyse. Et je fais avec beaucoup de passion. Lisez les commentaires des gens qui sont abonnés, qui voient l'intégralité des lettres. Et voilà, je vous dis à très bientôt et merci de vos commentaires et partages de cette vidéo. Encore une fois, je ne vous dis pas tout le contenu parce que c'est très large. On parle de ce qui se passe, de l'actualité et des sujets vraiment importants qui sont en train de changer le cours de l'humanité. Voilà, à bientôt, bonne vidéo. Eh bien voilà, je suis ravi d'être à la Trinité. Donc, merci Cécile de nous accueillir chez toi. Donc ici on est dans le laboratoire du camion. Et alors pourquoi laboratoire et pourquoi camion? Parce que à la Trinité, il y a une quinzaine d'années, un peu moins, il y a quelqu'un qui avait fait 1000 jobs avant dans le textile, dans plein de métiers, et qui a dit je vais faire des crêpes dans un camion. Et ça a tellement bien marché que il y a eu assez vite 2 camions avec 9 crêpières par camion, 4 ou 5 personnes travaillant dans les camions. Et c'est, je dis ça aux personnes qui regardent, si vous passez par la Trinité, ça doit être le seul camion qui est recommandé par le guide du routard. Et franchement, j'ai été excellent. Et donc, je vous recommande, merci. Et ici, c'est le laboratoire, qui est aussi un endroit où les gens peuvent venir manger, mais surtout où sont préparées la base des crêpes, uniquement avec des produits bio. Alors, je peux confirmer, parce que j'ai vu les œufs, ils sont vraiment bio, alors que parfois, ils sont moyennement bio, le lait est vraiment bio, tout est bio en fait, et c'est... alors peut-être on ne s'en rend pas compte en mangeant, mais c'est, semble-t-il, meilleur pour le corps. Alors j'ose pas dire pour la santé, parce qu'en réalité, j'ai appris hier que c'était interdit en Europe de dire qu'un aliment était bon pour la santé. On n'a plus le droit. En fait, pour avoir le droit de dire que quelque chose est bon ou mauvais en Europe, il faut que ça ait été confirmé par un organisme reconnu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des articles, il peut y avoir une connaissance depuis la nuit des temps, par exemple, que le miel est bon, mais on n'a plus le droit de dire que le miel est bon. Et alors, ça concerne le premier pays où il y a un cas d'école, c'est la Hollande, où un apiculteur hollandais vient de se faire taper très fortement sur les doigts parce qu'il expliquait qu'il fallait acheter du miel naturel parce que c'était bon pour la santé, le propolis était bon et ça avait des vertus antiseptiques, antibactériennes, etc., etc. Et en fait, il n'a plus le droit de le dire. Et c'est très sérieux. Donc c'est une loi qui date de 2007. Et comme beaucoup de lois, en fait, les lois, c'est comme des champs de mines. C'est-à-dire qu'elles sont placées autour de nous, dans nos vies. Et au début, on ne sait pas qu'elles sont là, elles n'ont pas été activées. Donc entre le moment où la loi est passée, puis les petits amendements, en fait, parce que les lois, souvent, elles passent discrètement. On ne voit pas forcément complètement à quoi elles vont servir. Et puis ensuite, d'amendement en amendement, et puis comme la loi n'a pas vraiment été appliquée, et puis
bah, ça devient vraiment entre guillemets, des bombes atomiques en fait, qui changent nos vies. Parce que si vous n'avez pas le droit de dire que quelque chose est bon, en fait, vous n'avez pas le droit de dire que quelque chose est mauvais. Et c'est ça en fait qui est le plus utile à cette loi. C'est pas tellement, ils s'en foutent à la limite qu'on dise que les épinards c'est bon, que les légumes, etc. c'est bon. Vous savez, les gens qui vendent des barres de Mars ou Tucker et qui marquent manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Donc s'ils se donnent bonne conscience, mais eux ont le droit de dire, parce qu'il y a des études validées qui disent que quand on vend des produits dégueulasses pour la santé, si on marque en petit en bas de l'écran que manger des fruits et des légumes c'est bon pour la santé, là vous avez le droit. Mais dire que le miel c'est bon, vous n'avez pas le droit. Mais vous n'aurez pas le droit non plus de dire que les farines d'insectes c'est pas bon. Vous n'aurez pas le droit de dire que les OGM c'est pas bon. Vous n'aurez pas le droit de dire que les steaks et les poissons imprimés c'est pas bon. Parce qu'il y aura des études qui diront que c'est bon. Et donc vous serez encouragé à dire que c'est bon. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le droit de dire que c'est pas bon. Et les pubs ont le droit de dire en revanche que c'est excellent. Alors qu'elles vous expliqueront que les poissons dans l'océan, et on est à la Trinité, donc vous savez bien ce qui sort de la mer, ben, c'est pas terrible parce que les saumons finalement ils nagent au milieu des eaux polluées de Fukushima, que les machins, que ceci, alors que les poissons imprimés, ben, c'est top en fait. C'est que des cellules cancéreuses de poissons tissées pour créer. Non mais parce que c'est ça. Et donc voilà, donc ça c'était peut-être une petite mise en bouche, parce que j'ai découvert ça hier avec consternation. Alors je savais que ça arrivait, puisqu'en fait, il faut savoir que ces lois, elles ont été passées dans le cadre des négociations d'accords commerciaux internationaux. C'est-à-dire qu'au début, historiquement, l'Europe était censée protéger l'alimentation des gens et donc aider nos agriculteurs qui travaillaient différemment d'agriculteurs d'autres régions du monde à produire sans utiliser trop d'OGM, sans utiliser trop de produits nocifs pour la santé, sans. Et puis finalement, ben, petit à petit, on a complètement ouvert notre pays. Donc vous avez vu à l'époque des Gilets jaunes, ben, c'était des camions qui arrivaient d'Ukraine avec des tas de poulets. Et puis ça allait à Loué, dans la Sarthe. Et là, dans les usines, les poulets étaient réétiquetés. Poulets de Loué. Mais ils faisaient pareil avec du miel qui arrivait par carton. Ils faisaient pareil avec des œufs, du beurre, du lait, du machin. Donc ça arrivait beaucoup, beaucoup moins cher. Moi, dans mes pérégrinations à Compostelle, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des choses de vie. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui est facteur et dont des parents étaient éleveurs de chèvres. Et il faisait du fromage de chèvre en Charente. Il faisait aussi du pinot. J'ai pu goûter le pinot que les parents faisaient, et puis ils faisaient d'autres choses. Et en fait, ils ont arrêté l'élevage de chèvres parce qu'en fait, il y avait des nouvelles normes sanitaires. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à faire du fromage de chèvre, pour eux, il fallait faire un investissement considérable. Ils n'étaient pas très loin de la retraite. Le fils ne voulait pas prendre la suite parce que c'était trop dur. Donc ils n'ont pas pu faire ça. Donc ils ont vendu leur cheptel qui est parti en Bulgarie. Donc toutes les chèvres sont parties dans des camions en Bulgarie, hein, des chèvres qu'ils avaient fait vivre depuis toujours. Mais là-bas, il n'y a pas les mêmes normes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a plus quasiment de producteurs de lait de chèvre en France, puisque la plupart des familles n'ont pas pu suivre ça, à part des grosses exploitations. Et le prix du lait de chèvre a augmenté. Et les laits de chèvre de Pologne, de Bulgarie, qui arrivaient comme lait bio, parce qu'en fait, il suffit que le lait soit dit bio, ou le produit soit dit bio, selon les normes du pays d'envoi, pour qu'il soit obligatoirement bio dans le pays d'accueil. Qui on est pour juger si là-bas c'est produit comme bio. Et donc en fait, eux, avec l'évolution du prix du lait de chèvre, ça aurait valu le coup en fait de faire un investissement,
puisqu'en fait, il avait pris genre 25% ou 30% d'un coup, en fait, avec la rareté du jour au lendemain, alors qu'en même temps, on expliquait aux gens, à l'époque, c'était autorisé, que le fromage de chèvre, c'était plutôt bon, en fait. Mais maintenant, on n'a plus le droit de le dire, donc peut-être le lait de chèvre et le fromage de chèvre vont baisser. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous expliquer qu'on est dans un endroit ici qui est sans doute un des endroits où on peut le mieux manger de la région, et il faut continuer à en profiter parce que voilà, malheureusement tout ça va disparaître, tout ce sera hors de prix. Et c'est très regrettable parce qu'on est en France et on est un pays qui aurait dû protéger en fait nos agriculteurs, mais en réalité on dépense des milliards uniquement pour protéger les plus gros industriels qui achètent du matériel agricole qui déshumanise entièrement les exploitations, puisque si vous allez regarder maintenant les exploitations agricoles, bah, les tracteurs ils sont quasiment guidés par satellite. Il n'y a plus besoin de personne. À la limite, il y a quelqu'un assis dedans au cas où, mais le tracteur il tourne au millimètre près pour être optimum, pour labourer ou pour faire toutes ces choses-là. Mais vraiment, ça coûte des centaines de milliers d'euros, donc ça crée des dettes. Donc en fait, la personne est obligée sans cesse de s'adapter. Comme on n'a plus le droit en fait d'utiliser ses propres graines, donc je ne sais pas si vous allez sur les marchés, moi j'y vais, et ben, d'année en année, les maraîchers en fait, ça n'existe plus. C'est très dur comme métier, et surtout leur spécificité, c'était de créer leurs propres fruits, légumes avec leurs graines. Maintenant, ils n'ont plus le droit. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de vendre des pommes de terre si vous n'êtes pas capable de montrer la facture de pommes de terre, Monsanto, Bayer, mais c'est la même compagnie ou autre. Ah, et c'est obligatoire. C'est-à-dire que maintenant, les graines, le vivant, en tout cas dans certaines parties de l'agriculture, est une trademark, ça appartient à quelqu'un. Donc on savait hein, avec le Covid que c'était vrai aussi pour les virus. Hein. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, parce que je pense que tout le monde est devenu un expert sur la question, mais les protéines, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en train d'être accaparées. Donc jusqu'à ce que l'humain soit accaparé, je ne sais pas si dans la partie dont je parlerai tout à l'heure, je parlerai des trafics d'organes, de cellules souches, enfin tout vers lequel on va en fait, qui est assez incroyable. Quelqu'un hier, me racontait une histoire avec un pompier en fait qui expliquait qu'ils n'avaient plus vraiment le droit de faire de bouche à bouche parce qu'en fait il y avait des raisons sanitaires, et ce qui fait qu'il y avait plus de morts que ce qu'il devrait y avoir, mais ça voulait dire aussi plus d'organes pour faire entrer dans la filière en fait. Bon, enfin en même temps la France c'est l'euthanasie à la carte, c'est l'IVG encouragé, mais personne ne sait ce qu'on fait des fœtus, etc. Et on sait tous que ça a énormément de valeur parce qu'il y a beaucoup de crèmes ou de produits comme ça qui sont utilisés à base de... Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction. On vit dans un monde qui a pété les plombs dans nos assiettes, dans notre moralité, en France, qui est vraiment censée être le berceau des traditions, la fille aînée de l'Église, etc. Mais on devrait tous savoir cette réalité. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé depuis qu'Emmanuel Macron en particulier a été élu, en 2017, il s'est passé un événement majeur. Un événement, il y a quelques événements comme ça où tout le monde se rappelle ce qui faisait quand c'est arrivé. Il y a le 11 septembre, peut-être un événement en mars 2019, en avril, pardon, 2019, le 15 avril, l'incendie de Notre-Dame. Et donc, la France, qui est, entre guillemets, le pays des églises, des cathédrales, des clochers, plus que l'Italie ou l'Allemagne ou aucun autre pays du monde, en fait. Et la cathédrale des Français, Notre-Dame de Paris, un endroit où il y a des reliques parmi les plus importantes de l'Église, hein, la couronne d'épines qui a
coûté à la France pour l'acheter des fortunes, et elle brûle. Alors que le système de sécurité avait été entièrement refait, et qu'en fait c'est un lieu touristique, c'est un des lieux touristiques les plus importants au monde, c'est au cœur de Paris. Notre-Dame, c'est le deuxième ou troisième monument le plus visité de France. Donc ça doit être dans... Bon, après, les monuments en Chine ou ailleurs battent tous les records, mais c'est un monument extrêmement symbolique, mais pas que pour les gens qui ont la religion chrétienne, catholique. C'est un lieu qui est symbolique pour le monde entier. Et il a brûlé. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des feux de cheminée ou de poêle? Est-ce qu'il vous est arrivé, par coïncidence, d'avoir un morceau de chêne vieux à brûler? Est-ce qu'il vous est arrivé d'imaginer, après avoir eu du mal à brûler du chêne vieux, des bois de section de 40 cm sur 40 cm, de 800 ans d'âge, à brûler? Parce que c'est l'âge des poutres et la taille des poutres. C'est-à-dire qu'une poutre d'une certaine taille, en fait, sa taille la protège du feu. C'est-à-dire qu'en fait, ces poutres, elles étaient choisies et elles avaient une telle taille qu'en fait, le feu, même si vous le brûlez au chalumeau, en fait, il va y avoir une couche qui va brûler, mais ce qui va brûler va protéger l'intérieur, indépendamment du fait que l'intérieur ne peut pas brûler. Donc en fait, ça ne peut pas brûler naturellement. Moi, j'ai fait l'expérience avec des... Je n'avais pas besoin de faire. Je suis scout, j'ai vraiment fait beaucoup de feux dans ma vie. J'ai posé la question à plein de pompiers. J'ai vu l'architecte des Monuments de France qui en a parlé sur LCI en disant qu'il ne pouvait pas expliquer ça. Puis depuis, il a été interdit et la loi a changé. C'est-à-dire que la loi interdit depuis cette date-là, depuis que Mouton a parlé en direct à la télé en disant qu'il ne comprenait pas cet incendie, ça n'avait aucun sens. La personne en charge de la sécurisation de Notre-Dame a dit mais du bois comme ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. Et pourtant ça a brûlé. Et surtout, si vous avez vu les images, il y avait évidemment, c'est pas comme un vieux château avec plein de trucs inflammables, des trucs en plastique, des vieux journaux, de la poussière. À Notre-Dame, pas un poil de poussière, pas des systèmes pour éviter, entre guillemets, des courts-circuits en veux-tu, en voilà. C'était totalement moderne dans un pays comme la France où c'est le monument le plus symbolique, que l'Arc de Triomphe. Et en pierre, il ne va pas brûler. Le Stade de France, c'est du béton. Mais pourtant, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est fait contre les incendies. Alors qu'on sait que ça ne va pas brûler. Donc vous imaginez ce qui a été fait pour Notre-Dame, alors que ça venait d'être refait 10 ans avant et qu'il y avait en permanence entre 2 et 4 pompiers sur le site en circulation et 2 au poste de contrôle avec tous les systèmes d'alerte. Mais c'est exactement comme le suicide d'Epstein. Ce jour-là, il y en avait 2 aux toilettes, 2 malades, un qui remplaçait, qui ne connaissait pas les boutons, et puis finalement, en fait, un court-circuit dans les boutons et qui indiquait le mauvais endroit. Et en plus, il n'est même pas allé ni au bon ni au mauvais endroit, ce qui fait qu'en fait, le feu aurait réussi à prendre pendant une demi-heure. Je vous raconte ça parce que ça va être important pour la suite. Mais si vous avez déjà fait un feu, et que vous avez vu les images de ce qu'était la forêt de chêne de Notre-Dame, vous avez vu qu'en fait, les poutres, non seulement c'est des poutres qui ne peuvent pas prendre feu, mais en plus elles sont distantes les unes des autres. Vous savez que quand vous devez faire un feu, vous mettez quelque chose qui va être facile à faire brûler. Donc si vous êtes chez vous, vous allez mettre du papier, vous allez mettre des petits trucs inflammables, vous allez mettre des petites branches, des branches un peu plus grosses, et puis vous allez mettre
ce que vous avez envie de brûler. Donc si vous êtes dans une forêt, bah, vous allez essayer de trouver des écorces, vous allez essayer de trouver du boulot, ce que vous voulez. Et puis vous allez avoir une gradation dans ce qui va déclencher le feu. Et ça va prendre. Mais vous mettez le gros bois très tard. Il faut que ce soit très chaud, il faut qu'il y ait des braises, il faut qu'il y ait des flammes, il faut qu'il y ait tout ça. Et ça peut prendre beaucoup plus d'une demi-heure avant que ce soit prêt, à moins de mettre des produits accélérateurs. Mais il faut que ce soit des produits très spécifiques. Parce que, comme je vous expliquais, la taille d'une poutre protège par nature du feu à l'intérieur. C'est pour ça que quand vous voyez dans des forêts avec des incendies terribles, et les troncs sont debout en fait. Vous avez vu ça partout. Alors en général, ce n'est pas des forêts de chênes qui brûlent, c'est plutôt des forêts de sapins ou de choses avec des résineux en fait. Mais malgré tout, les troncs tiennent en fait. C'est rare que, même quand il y a des forêts en Californie qui brûlent, vous avez évidemment les séquoias, mais ça paraît évident à tout le monde qu'ils ne vont pas brûler, qu'ils sont tellement grands. Mais à Notre-Dame, on a dit à la télé, ça a brûlé, c'est tombé, c'est normal. Et comme on l'a vu en direct, c'est exactement comme les tours jumelles. C'était à la télé, donc c'est vrai. Et voilà, il était surpris, Macron. En plus, il était triste, parce qu'il allait nous raconter les 100 jours qu'il avait passés à la rencontre des Français. Ce soir-là, il allait nous dire « Je vous ai écouté ». Comme De Gaulle, je vous ai compris. Non mais lui, il allait dire, je vous ai écouté et compris. Finalement, il n'a même pas eu besoin de le dire. Il a dit, il a presque dit, c'est un acte de Dieu. En fait, il a laissé un peu de temps. Alors, il faut savoir à quel point c'est horrible. Vous allez voir au fur et à mesure où je vais en venir. Mais, en fait, en langage d'assurance, quand il y a une catastrophe qui se passe et qu'il n'y a pas de coupable, on appelle ça un acte de Dieu. Et donc, la malice de ceux qui ont perpétré ça est telle qu'en fait, aujourd'hui, d'un point de vue administratif, d'un point de vue ce que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable, il n'y a rien, le coupable de l'incendie de Notre-Dame, c'est Dieu. Non mais, je ne vous parle pas du tout, j'invente rien. Demandez à tous les gens qui travaillent, si quelque chose se passe et qu'on ne sait pas mettre sur le compte de quelqu'un, c'est une volonté divine. Donc Dieu a brûlé Notre-Dame. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est le diable. Hein, vous avez bien compris que... Non mais, encore une fois, on est au cœur de toutes les inversions. Le pays des traditions culinaires qui devient le pays des inversions. On n'a plus le droit de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le pays où on respecte la vie, où on chérit la vie. On a dépensé 600 milliards en France pendant le Covid, ou 666 milliards sans doute. À tout coût, à tout prix. Non, ça c'était 666 millions pour la presse. Quand même. Non mais ça fait la couverture de tous les journaux. Le téléphone, le numéro de téléphone avec 666, le machin, le 6. Il est élu avec quoi? 66,06%, 66,6, etc. Enfin bref. Mais la cathédrale brûle. Et là, que dit-il? Eh bien, elle sera prête pour les Jeux Olympiques. Et on va réinventer Notre-Dame. C'était pas juste réparer, c'était pas... non, réinventer. C'est pas moi qui ai dit le mot, hein, c'est Emmanuel Macron, Brigitte Macron, dit voilà, on va réinventer Notre-Dame. Réinventons Notre-Dame. Donc bon, il y a eu plein de trucs un peu bizarres, le concours d'architecture et tout. Ça, c'est pas passé. Ce qui est passé, on l'a vu, hein, ça a été un peu imposé, c'est les vitraux. Je peux vous dire, moi j'ai vu qui a gagné et à quoi ça va ressembler. On a l'impression d'être entre la famille Adams, mais ça on le savait déjà avec le mobilier qui a été choisi. Hein. Allez voir Notre-Dame, vous allez voir, c'est un mobilier famille Adams. Une famille Adams un peu franc-maçonne. Beaucoup de pyramides, beaucoup de... Mais vraiment
famille Adams, un truc lugubre, des matériaux vraiment pas sympas. L'autel de Notre-Dame, ça ressemble pas du tout à un autel de prière, ça ressemble à un autel de sacrifice. Ça ressemble à un biot. Et il faut savoir que, en principe, un autel, surtout un autel de cathédrale, mais il y a deux matériaux qui sont obligatoires, c'est le bois et la pierre. Parce que c'est comme ça. Il faut du bois et de la pierre pour un autel. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre, il est en bronze. Soi-disant, au cas où il y aurait un autre incendie, ça ne brûlera pas. Non mais, vous imaginez, c'est un truc de fou. Il y a déjà eu un incendie, mais un autre incendie. On va mettre des trucs en bronze, comme ça au moins. Enfin bref, sachant que l'hôtel n'avait pas du tout été abîmé, donc il n'y avait aucune raison de le changer. Et comble du comble, celui qui a fait les nouveaux... alors il a fait la chaise de l'évêque, deux chaises autour, l'autel, le baptistère et le... je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin le pupitre en fait. Et il a fait ça à Dieu le Fils. Comme si c'était Dieu qui avait fait ça, quoi. Alors que le type, en fait, il a plutôt tendance à faire des œuvres qui n'ont rien à voir avec l'Église. Si vous allez regarder un peu son travail, c'est pas aussi terrible que les tapis qu'avait choisi Brigitte Macron pour le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, puisque ça, c'était des tapis, un tapis qui s'appelle Soleil Noir. Sachant que Soleil Noir, ça fait référence à des sociétés secrètes, à l'époque des nazis, des gens qui n'étaient pas du tout fréquentables. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette première partie, mais surtout, le designer de ce tapis, alors là j'ai un trou de mémoire, si vous pouvez m'aider, mais il est accusé de pédophilie. Donc le tapis a été, un an après beaucoup de résistance, a été enlevé de l'Élysée. Donc vous voyez un peu quand même le décor, et je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les horreurs, entre guillemets, mobilières et autres à l'Élysée, dans les palais, dont des tableaux assez abjects où des personnages qui ressemblent à des enfants, les mains liées dans le dos, ils sont accroupis, la tête entre les jambes d'adultes assis qui ont l'air... voilà. Tout ça, ça a été exposé dans les palais. Et c'est vraiment important ce que je dis, parce que le 8 mai 2023, pas longtemps après l'incendie de Notre-Dame, il y a des gens qui sont allés, ils étaient excédés par ces tableaux, palais de Tokyo hein, quand même, donc ils ont badigeonné ça de tableaux. Eh bien, Emmanuel Macron a fait un tweet, hein, il ne fait pas beaucoup de tweets en tout cas, il ne s'est pas beaucoup exprimé par tweet sur énormément de choses qui se sont passées dans le monde, mais là, pour dire qu'en fait, il fallait absolument défendre l'art sous toutes ses formes, que la France... Alors, il nous a refait le coup de Charlie, en fait. Donc, il faut accepter des tableaux à tendance pédophile dans les musées nationaux, des tapis faits par des gens qui sont accusés de ça. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a le droit, sauf que personne ne vous le dit. Ou alors, on vous le dit de façon éparpillée, au milieu de mille autres choses. Et donc, on ne réussit pas à comprendre qu'en fait, il y a une ambiance qui se crée dans notre pays qui dépasse l'entendement en fait. Je vous ai dit quand même depuis 20 minutes que je parle, l'IVG dans la Constitution, l'euthanasie, l'incendie de Notre-Dame, avec comme responsable final Dieu, les cérémonies, ça je ne vous ai pas encore parlé, les cérémonies des Jeux Olympiques, hein. Enfin, ouverture, clôture, les cérémonies de réouverture après sa réinvention de Notre-Dame. Enfin, je peux en parler un peu si certains ont envie que j'en parle un peu plus. Les gilets jaunes et bornés qui ont perdu des mains, etc. Enfin, et comme ça se passait en France, un peu comme le génocide qui se passe à Gaza, en fait c'était acceptable. Ça aurait eu lieu dans n'importe quel pays, imaginons une telle répression en Russie ou en Iran, le monde entier aurait dit mais comment ils arrachent les jeux des gens, les mains, les machins, c'est quoi ce pays? Ah non, en France c'est devenu la nouvelle norme en fait, on crée les nouvelles normes.
Et c'est comme le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 en France? On a tous été mis en prison chez nous, mais on avait le droit de se signer un papier nous autorisant de sortir dans un certain rayon d'une certaine heure. Mais si on ne le faisait pas, on était punis. On ne pouvait pas dire aux gendarmes, attendez, c'est moi qui le fais, donc je n'ai pas besoin de le faire. Ah non, non, vous devez vous préautoriser avant de sortir chez vous. Non mais ça a marché. Je crois que ça va être comme ça dans les nouvelles prisons pour les narcotrafiquants, ils vont pouvoir se signer. Ouais. Non, non, ils ne sont pas en prison, eux. Mais c'était pire. C'est-à-dire qu'à 20h, il fallait applaudir. Mais à 19h, il fallait écouter Salomon, habillé comme un croque-mort, nous disant que dans un pays de 70 millions d'habitants, 74 millions d'habitants, je ne sais pas quelle est la population de la France, il y avait eu un cumul, après 3 mois, de 95 morts. Et on était censé considérer que c'était considérable. Non mais 95 morts, dont 2 qui avaient sauté en parachute, qui étaient morts, mais qui avaient toussé dans l'avion. Non mais c'est pas drôle. Donc ils étaient suspectés d'avoir le Covid, et comme ils étaient morts, la conclusion était évidente. Covid. Non mais c'est pas une blague. Le nombre de personnes en phase terminale de cancer, avec multicancer, et qui sont morts du Covid à 99 ans, à 96 ans, etc. Et demander au nombre de familles, c'était horrible. Mais non, mais ils sont morts du cancer. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ils sont morts du Covid quelques minutes avant que le cancer ait frappé. Et ça a monté les statistiques. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en réalité, maintenant qu'on sait que les Américains sont coupables du truc, on a complètement oublié les chiffres du cancer. Là, plus personne ne sent, même pas Kennedy. Pourtant, il est sympa Kennedy, mais lui qui était censé nous dire toute la vérité sur le truc, comme ça pourrait coûter des milliers de milliards aux États-Unis, parce que le responsable, coupable en plus, coupable et responsable, c'est pas comme le sang contaminé. Là, on a un coupable responsable. Parce que vous vous rappelez l'histoire du sang contaminé. Tristement célèbre, qui était notre président du Conseil constitutionnel. De toute façon, on les aligne, hein, parce que maintenant on a Ferrand au Conseil constitutionnel qui est là pour un 3e mandat d'Emmanuel Macron, qui nous a quand même annoncé officiellement, mais tout le monde a pris ça pour une boutade, au cirque d'hiver, il y a à peu près un mois, je compte sur vous, en 2027 et en 2032. Mais Trump est en train de faire la même aux États-Unis. Je ne sais pas si je me représenterai. Beaucoup de monde le souhaite. Donc en fait, mais bon, je vous rassure. Je ne sais pas si ça va vous rassurer ce que je vais vous dire, mais franchement, si le monde existe encore à cette date-là, ils peuvent être présidents. C'est une bonne nouvelle. Vu la folie avec laquelle on avance dans tous les domaines. Enfin, Donald Trump qui dit « Je rapproche mes sous-marins nucléaires des frontières russes ». Il a dit ça il y a une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un tweet de Medvedev qui rappelait un truc évident qui est dans tous les livres d'histoire, que la Russie a une stratégie qui est « Si vous faites avec nous ce qu'Israël a fait avec le Hezbollah ou avec l'Iran, ben nous, en fait, automatiquement, on vous bombarde. Mais on ne vous bombarde pas avec des lance-pierres, hein. Nous, on vous bombarde nucléaire. Ça s'appelle la main morte. C'est-à-dire, si vous tuez nos états-majors et les personnes, eh bien, automatiquement, le système se met en marche, il n'y a plus rien pour l'arrêter, et on détruit. Donc, ne le faites pas. Et Trump, il est tellement malin qu'en fait, on lui dit qu'il ne faut pas énerver un pays qui a 12 000 têtes nucléaires, qui sont en moyenne toutes 5 fois plus puissantes qu'Hiroshima, mais ça va jusqu'à 500 fois plus. Donc, enfin, quand je dis en moyenne, c'est peut-être en moyenne 15 fois plus puissante. Et vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils peuvent détruire 100 fois toutes les grandes villes du monde, et quand vous détruisez la grande ville, hein, vous savez. Et donc, en fait, ils veulent jouer à ça. Donc Macron parle du nucléaire tout le temps.
Il explique que en fait, la dissuasion française, elle est faite pour l'Europe, elle est faite pour la Pologne, elle est faite pour... Donc on est gouverné par des fous. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Parce qu'on nous explique que Macron, il n'en a plus pour longtemps, qu'il est nul, qu'il prend des fessées de sa femme, qu'il ceci, qu'il cela. Encore, tout le temps, on en parlait encore tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vous informent, soit elles disent « Écoutez, hein, est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver mieux que lui ?» Alors c'est vrai que quand vous regardez le paysage politique en France, ils ont vraiment laissé monter les plus mauvais. Hein, ça s'appelle le syndrome de Dilbert, hein, c'est-à-dire les bons. Vous avez déjà vu les trucs genre Koh-Lanta? Dans Koh-Lanta, invariablement, les meilleurs, ils sont virés au début. Pourquoi? Parce que les mauvais savent que si les meilleurs tiennent, ils vont gagner. Donc en fait, il faut les virer avant que les gens aient le temps de se rendre compte qu'ils sont meilleurs que les autres. En politique, c'est comme ça. Donc on fait monter les mauvais. Alors je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a qui sont fans de Bardella, mais Bardella, c'est l'exemple extrême du super mauvais. Mais il présente bien, il parle bien, etc. Pourquoi il fait tout ça bien? Parce qu'en fait, il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Et ce qu'ils le disent le mieux, c'est les gens qui l'ont coaché pendant sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un super soldat. Il n'a pas d'opinion personnelle, il n'a pas d'idée personnelle, il n'a pas de machin. On lui dit c'est ça qu'il faut dire, il va le dire, et il va le dire plutôt bien. Et donc il ment parce qu'il effraie personne. Tout le monde sait qu'il est mauvais. Donc personne ne le craint. Puis à un moment, en fait, pour une affaire politique, pour une affaire de financement occulte, de conseiller parlementaire, il devient le chef, entre guillemets, et le possible candidat du parti qui est censé avoir 18 points d'avance sur les autres. Donc évidemment, ça va inquiéter tout le monde, parce qu'en fait, le suivant, c'est Macron, qui pourrait ne pas gagner, ou Attal, machin. Donc il faudra expliquer qu'on doit ressortir Macron pour sauver le pays. Et voilà. Non mais, je vous le signe déjà. Hein. Alors ce sera peut-être pas exactement présenté comme ça, et on va l'accepter parce qu'en fait, ça va être présenté comme le Covid, ça va être présenté comme la guerre en Ukraine, ça va être présenté comme Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces choses-là, elles sont présentées d'abord comme un choc, un traumatisme, ce que vous voulez. Et puis en plus, il y a le trucage derrière. C'est-à-dire au cas où le traumatisme ne suffise pas à convaincre 60% ou 66,6% des Français de voter pour l'autre candidat, hein, c'est comme ça, on va s'assurer, parce que quand vous obtenez ce chiffre-là, 66,06%, c'est que vous savez tricher. Hein. À moins que vous soyez le diable. Le diable, lui, contrôle le truc. Donc, moi, je suis plutôt dans l'hypothèse le diable. Mais il y en a beaucoup qui croient que c'est de la triche. Moi, je pense que le diable ne triche pas, il contrôle réellement, au-delà de ce qu'on pense. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous raconter pendant la suite de cette première partie. Donc d'une part, je vais vous expliquer en quoi le monde est devenu totalement inhumain, en prenant un certain nombre de cas de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune logique. On n'est pas dans la barbarie des nazis aujourd'hui, on n'est pas dans la barbarie des Khmers rouges, on n'est pas dans la barbarie de Staline, on est arrivé à un niveau qui est juste inimaginable. Petit 1, le premier événement majeur, c'est une cathédrale qui brûle. Évacuée, ça je vous l'ai déjà dit, c'est un événement qui ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Et en France, il y en a plein qui brûlent. Des églises, etc. Mais pas des poutres de 40 cm, 800 d'âge, pas de poussière, pas d'archives, un système de sécurité total, hyper important, etc. En avril, moi j'étais à Paris ce jour-là, il faisait hyper frais, très humide. Enfin, c'était pas du tout des conditions favorables à un feu. Il y avait du vent, il faisait frais. Ah si, il y avait la femme d'Obama qui était sur un... ouais, sur une péniche juste devant. Il y avait une soirée aussi à l'Institut du monde arabe où il y avait plein de monde.
il y avait beaucoup de gens importants qui étaient là pour... ils attendaient un événement, on leur avait dit, comme pour le 11 septembre, on avait dit à un certain nombre de personnes, n'y allez pas. Et bien là, ils ont dit à un certain nombre de personnes, allez autour. Bizarre, hein, qui dit aux gens de ne pas aller quelque part ou aux gens d'aller quelque part? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le patron, le propriétaire, le nouveau propriétaire des Tours Jumelles, je suis désolé, hein, le matin, il allait partir au boulot, quoi, lui n'était pas au courant. Et sa femme lui dit, non, non, j'ai pris rendez-vous pour toi chez le dentiste, à l'autre côté de la ville, tu y vas. Alors que tous les jours, il allait déjeuner, petit déjeuner au restaurant panoramique, et ils ont été pleins, dans ce cas, de ne pas aller ce jour-là dans les Tours Jumelles. En fait, peut-être qu'il savait, mais il était un peu, voilà, il avait oublié. La seule chose qu'il n'avait pas oublié, c'était de finir en urgence, parce qu'en fait, ils sont vachement malins, ils se créent des contre-alibis en faisant croire que sa femme lui a dit ça pour avoir l'air à la Colombo, hein, ceux qui me lisent savent ce que je veux dire. Sa femme lui a créé le faux, vrai alibi, mais en réalité, il n'a aucun alibi, parce que la preuve de sa culpabilité, bon, je spoil le truc, hein, c'est qu'il avait signé, quelques jours avant, un contrat d'assurance comme il n'en avait jamais été consigné dans l'histoire. Il assurait les Tours contre un attentat avec un avion. Les Tours au cœur de New York. Mais la troisième tour aussi. Assuré. Ouais, non mais là, tu suspectes quelque chose. Mais vous imaginez quelle présence d'esprit. Il achète des tours dont personne ne veut parce qu'elles sont hyper amiantées. Il va falloir des milliards pour les désamianter. Personne n'en veut, ça vaut rien. Alors il n'achète rien. Mais il fait quand même assurer très cher. Sous-entendu, on fixe le prix déjà cher parce que moi je vais les désamianter. Et une semaine après, il n'a même pas eu besoin de payer le moindre mois d'assurance. Il n'a même pas encore fini de payer les tours, mais il les possède bien. Qu'elle s'écroule. Et il touche pour une parce qu'il y a eu un attentat, et il touche pour l'autre parce qu'il y a eu 2 attentats. Et qui paye? Les sociétés d'assurance françaises. Magnifique. C'était 7,5 milliards. Oui, parce qu'il y a quand même eu un discount. La première, c'était 4,5 milliards. Et puis la deuxième, c'était que 3,5 milliards. Parce que les assurances considéraient que c'était le même attentat, puisque c'était censé être Ben Laden qui avait fait tout, mais lui a démontré que c'était 2 attentats différents. Parce qu'il a trouvé des bons avocats, mais forcément, c'est facile de trouver des bons avocats auxquels tu promets 0,01% de ce que tu vas toucher. Les mecs se battent, quoi. 0,01% de 7,5 milliards. Tous les cabinets de la Terre se battent. Lui, il gagne 99,99%. Mais vous voyez le système, en fait. Et donc, mais ça commence véritablement avec le Covid. Et alors là, le Covid, c'est quand même quelque chose de très particulier. On a, encore une fois, la France au sommet, au centre de ce cycle. Assez vite, on se rend compte que on est impliqué dans des biolabs, mais très impliqués. C'est-à-dire, les souches, elles arrivent de Pasteur. Les inaugurations, elles sont faites par des ministres français, le patron de l'INSERM, qui est le mari de la nouvelle ministre de la Santé, celle qui vient de faire interdire, je ne vais pas citer tous les médicaments qui ont été interdits, qui participe à la redéfinition du mot vaccin. Parce que, en fait, c'est le crime parfait. Parce qu'il faut que le médicament, qui est en réalité une thérapie génie, s'appelle vaccin. Parce qu'en fait, avec vaccin, il y a plein d'avantages. Les laboratoires ne sont pas responsables. Et s'il n'y a pas d'alternative, c'est imposé à tout le monde. Sous-entendu. Alors au début, ce n'était pas imposé à tout le monde, hein, c'était imposé aux personnes à risque. Puis dès que 50% des gens étaient vaccinés, c'était bon, ça allait s'arrêter. Mais bon, enfin, bizarrement, ça a continué.
Parce qu'en fait, les mecs étaient tellement diaboliques, c'est pour ça que je pense que le diable est à l'œuvre, c'est qu'en fait, c'était tout le temps des nouvelles souches. Et tous les scientifiques qui étudiaient ça, alors je vous fais en bref des tas d'études et tout, disent c'est impossible. C'est-à-dire entre le Covid tel qu'il était connu et les premières souches de Covid, il y avait le sida dedans, il y avait plein de maladies, enfin comme si le tapir ou je ne sais plus quel animal, là, le pangolin, avait fait l'amour avec une chauve-souris, mais qui avait fait l'amour avec un bonobo malade du sida, et qu'en fait le truc avait fait ce qu'on appelle un Frankenstein, un gain of function de virus, c'est-à-dire la synthèse entre guillemets de tous les mauvais virus. Et ça passe. Et le pauvre Montagnier qui en parle, tout le monde dit il est gâteux. Mais vous vous rappelez, il est gâteux. Et bon, évidemment, à son enterrement, il n'y avait personne. Il n'y avait que des complotistes. Moi, j'y étais, donc je peux vous dire, j'ai vu sur place. Pas de ministre, pas d'institutionnel, pas de machin. Peut-être la plus haut gradée, c'était Alexandra Orion-Coder, qui, à l'époque, se mettait debout sur des poubelles pour dire attention, danger. Enfin, c'était ça, ça ressemblait à ça en fait. La lutte, elle était disproportionnée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui étaient sur les plateaux, c'était Blachier, qui expliquait ce qu'il avait à expliquer, et d'autres, parce qu'ils rêvaient tous de contrats, parce qu'en fait, ils n'exerçaient plus la médecine en fait. Ils étaient devenus des spécialistes de conseil en fait. C'était devenus des consultants avec des budgets géniaux. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le camp du mal, l'argent afflue. Quand vous êtes dans le camp du bien, vous voyez, pour l'instant, la caisse est vide et le miel est là. En fait, vous voyez, on ne s'enrichit pas. Hein. Et c'est deux caisses différentes. Hein. Il y avait quand même une chose qui aurait dû m'interpeller à l'époque. Personne ne prêtait attention, c'était les noms des variants. À chaque fois qu'on avait un nouveau variant qui arrivait, on passait de l'alpha à l'oméga, on passait par pas mal de choses beaucoup plus anciennes. Et elles auraient dû interpeller ça. Et personne n'a relevé. Ce qui aurait dû interpeller aussi, et ça a interpellé quand même assez vite un certain nombre de personnes, c'est que, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais il y avait un James Bond qui devait sortir au début du Covid. Et ce James Bond, finalement, est sorti après le Covid. Et bizarrement, personne n'a fait le lien. Et ce James Bond, en fait, il avait un sujet très particulier, c'était les armes génétiques. C'est-à-dire, c'était un James Bond dans lequel ils annonçaient quelque chose qu'un certain nombre de personnes savaient depuis très longtemps, c'est qu'on pouvait créer des armes qui allaient tuer spécifiquement, de façon génétique, quelqu'un de particulier. Et c'est tout le sens de ce James Bond. Et l'arme, elle est tellement terrible dans le James Bond que vous pouvez être porteur, asseyez-vous bien, sain de cette arme, mais vous allez embrasser quelqu'un chez qui elle va déclencher sa mort immédiate, en fait. Et donc, mais vous allez embrasser quelqu'un qui peut devenir porteur sain, et qui à un moment ou à un autre va toucher la cible. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus échapper. Vous allez mettre votre main sur une poignée de porte et vous allez laisser quelque chose qui va être... Et donc c'est ça le truc du James Bond. Et donc d'ailleurs, si vous vous rappelez ce James Bond, c'est le dernier avec Craig et qui se tue parce qu'en fait il sait que s'il survit, il va tuer, puisqu'il a le virus qui est censé tuer la femme qu'il aime, donc la fille de la femme qu'il aime à cause des hormones, et qui a été mis en lui, c'est-à-dire qu'il est une bombe pour les gens qu'il aime. Bon bref, mais comme toujours, en fait, quand c'est passé 2 ans après, les gens n'ont fait aucun lien avec le Covid, parce qu'en fait, on ne nous apprend plus à faire le lien entre les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un ne vous l'explique pas, vous ne voyez pas. Comment faire le lien entre une arme de destruction massive et un virus pour lequel tous les États ont dépensé des milliards pour nous sauver? Et puis quand 5 ans après, on vous apprend que le truc, c'est une arme qui a été créée dans des biolabs, parce qu'évidemment, personne n'a écouté les Russes, quand en 2022, ils ont décidé d'arrêter d'être patients,
et qu'ils ont pris en main 13 biolabs militarisés dans lesquels, asseyez-vous bien, il y avait des recherches qui étaient faites sur des souches de Slaves parce qu'en fait, ils étaient en train de voir comment ils allaient pouvoir militariser des virus tueurs qui ne tueraient que les Russes ou que les Chinois. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Eh bien, on a tous bien vu, il y a eu des souches qui ont été hyper virulentes contre les Iraniens, des souches hyper virulentes contre les Chinois, des souches hyper virulentes contre les Russes, des souches hyper virulentes contre machin, 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 très peu de souches virulentes contre les Américains. En revanche, hyper virulentes dans les Chinatown, c'est là où les Chinois se sont dit « Putain, on est attaqué, on ferme, il faut qu'on règle le truc ». Parce qu'en fait, ils ont compris qu'en fait, la guerre, c'était plus du tout les mêmes guerres habituelles. C'était pas une guerre avec le dollar, c'était pas une guerre avec le SWIFT, c'était pas une guerre avec les militaires, c'était pas une guerre avec Hollywood ou machin. C'était une guerre contre la vie même, mais de façon microscopique. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur. Mais à la fin, quand il veut gagner, Merlin, il se transforme en virus. Comment on gagne la guerre des mondes de H.G. Wells? Parce qu'en fait, les Martiens ne sont pas capables de se battre contre les virus auxquels nous, on a appris à résister au cours des milliers d'années. C'est-à-dire que nous, les humains, en fait, on apprend à vivre en harmonie dans un écosystème avec tout ce qui nous entoure. Si vous regardez avec un microscope à la table, il y a la moitié d'entre vous qui allez partir en courant. Parce que vous allez voir des créatures horribles. Elles sont toutes petites, mais vous n'imaginez pas qu'elles sont là. Mais en fait, nous, notre corps, comme quand vous mangez du fromage, un machin, etc., il y en a partout. Donc on est fait pour ça. Mais nous, on nous explique qu'en fait, on n'est pas fait pour ça. Qu'on a besoin de se vacciner contre un rhume, contre un machin, qu'on a besoin de vacciner les canards. Et la France est à la pointe de ça. La France est à la pointe de ça. Donc, le Covid, la France à la pointe, confinement, passe vaccinal. C'est quoi le dernier truc qu'on a eu? C'était passe vaccinal. Hein. On est le seul pays à avoir eu un passe vaccinal. Le seul. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien faire si on n'avait pas on ne pouvait pas prendre le train, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait pas partir en vacances, on ne pouvait pas travailler dans 99% des boîtes, on pouvait en fait rien faire. Et surtout, ce qui était beaucoup plus vicieux, c'est que c'était vrai aussi pour les enfants à partir de 12 ans, ou pour les enfants qui voulaient aller à l'université. C'est-à-dire qu'on obligeait même les parents qui avaient résisté pour eux à le faire à leurs enfants. Donc en fait, vous aviez résisté pour vous. Mais à partir du moment où vous allez succomber pour votre enfant, en fait, la barrière, elle est tombée. Vous avez déjà laissé vos grands-parents se faire vacciner. Parfois, vous êtes fait vacciner pour pouvoir aller voir à l'hôpital, etc. Mais là, quand vos enfants viennent et disent « Non, mais c'est pas possible, moi, je ne peux pas ne pas aller au sport, je ne peux pas aller à l'école, machin, etc. » Et donc, en fait, c'est pour ça que la cible, c'était les enfants. Parce qu'une fois qu'un parent a laissé vacciner ses enfants alors qu'il a de la résistance, parce que les enfants étaient conditionnés. Il y avait des spots publicitaires aux États-Unis. Enfin, ils vous donnaient $100 pour aller vous faire vacciner. Ou alors un beau hamburger frites. Je me rappellerai toujours cette image du maire de New York en disant « Vous partirez avec un voucher, $100 et un bon repas, un hamburger frites machin. » Mais dans quel monde on vous paye pour faire quelque chose qui fait votre bien? En fait, on se bat pour que vous le fassiez, parce que c'est pas bon, sinon c'est vous qui vous battez pour faire. Comment? Mais tout ça, ça a fonctionné en fait. Parce qu'en fait, les gens devenaient les ambassadeurs. C'est-à-dire que dès que quelqu'un avait succombé au virus, et ça, si vous lisez les lettres qu'on écrit en ce moment sur Patreon ou Substack, enfin que j'écris et qui sont publiées sur Patreon, et ben vous allez voir, on a fait toute une série, parce que c'est Soraya en fait qui les met en ligne, sur la psychologie en fait, la psychologie des foules ou des individus. Vous savez, les expériences de Milgram, H et tout. Et en fait, tout ça, ça s'est passé avec une connaissance parfaite de ces mécanismes en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas très bien pour lui,
Et bien bizarrement, au lieu d'inciter tous les autres à ne pas le faire, en disant écoute je l'ai fait mais franchement je le regrette, ne le fais pas, et bien dans 95% des cas, la personne va devenir un ambassadeur de cette chose-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait quelque chose, qui sait qu'il n'aurait pas dû faire, va se battre pour entraîner tout le monde à faire la même chose. Je ne sais pas si vous réalisez, ça c'est 95% des gens. Et ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire si vous l'avez fait vous-même, eh ben, il faut que tout le monde le fasse. C'est horrible. Alors que vous savez que c'est pas bon. Je suis sûr que vous avez des gens... Alors, je suis désolé, j'aurais dû demander ça avant de parler de ce que j'ai fait. Vous êtes nombreux à être vaccinés? Ah, personne ne lève la main. Ah, madame! Beaucoup de vaccins? Oh, seulement 2. Ça va. Mais enfin, de toute façon... Prendre l'avion pour aller dans la maison. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça n'a pas tué tout le monde. C'est comme la cigarette, c'est comme beaucoup de choses. Le truc, c'est qu'il y avait vraiment des mauvais lots et des meilleurs lots, parce que ça, en réalité, il semblerait qu'il y ait vraiment des statistiques de lots. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui sont corroborées. Et parce qu'en fait, on était dans une grande expérience. En fait, le monde entier était un essai clinique. C'est-à-dire qu'il y avait des lots qui étaient suivis avec des produits plus ou moins dosés. Et donc, mais par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'anecdote de James Bond, tout le monde ne réagit pas pareil. Il y a des gens qui ont fait des crises immédiates, qui sont morts dans l'instant, mais vraiment. Et pas qu'avec Pfizer ou Moderna, avec quasiment tous ces vaccins. Parce qu'en fait, j'utilise le mot vaccin puisque c'est la définition. Parce que parfois les gens disent, mais non, ne dis pas vaccin. Non, c'est devenu la définition. En revanche, je dis que la définition a été changée pour ça. Donc, en principe, on devrait dire thérapie génique. Et maintenant, voilà, c'est le vaccin, c'est ça. Parce qu'on s'est laissé faire aussi sur la définition. Eh bien, ce n'est pas un vaccin en fait, au sens Pasteur, c'est une reprogrammation. Et vous savez, là on est vraiment dans la terminologie de Bill Gates, hein, virus, antivirus, etc. Donc c'est une reprogrammation du corps humain. C'est-à-dire que d'habitude, un vaccin tel que c'est prévu, c'est quelque chose qu'on vous injecte, hein, c'est un problème atténué. C'est-à-dire on vous met dans le corps un virus atténué. Et votre corps va se mettre à reconnaître ce virus et va créer des anticorps. Et comme il n'est pas très virulent, comme il n'est pas très fort, eh bien ce sera relativement facile pour le corps d'apprendre à se battre contre ce virus. Et si jamais un jour il revient, eh bien le corps saura déjà se battre, il aura appris à faire les anticorps, et donc il pourra peut-être mieux se battre. Peut-être. Mais en tout cas, c'est le principe. C'est de l'apprentissage. On vous envoie quelque chose de pas très fort, comme si vous battez à l'épée, ben vous apprenez à vous battre avec des épées en bois, et puis en principe, le jour où quelqu'un a un sabre en fer et que vous avez aussi un sabre en fer, ben, vous êtes un peu mieux préparé au combat contre celui qui a le sabre en fer. Bon, ben, c'est pareil. Eh bien, là, c'est pas du tout ça. En fait, ce qui était injecté dans le corps, c'est pas quelque chose qui apprend au corps à faire quelque chose en unité en réduit, c'est quelque chose qui va dans l'ADN, et là en l'occurrence dans l'ARN, avec un message et qui reprogramme. C'est-à-dire qui dit « fais ça ». Et « fais ça », c'est « produit telle protéine, spike, ou produit telle chose » qui est censé avoir un effet contre la maladie qui attaque, en l'occurrence contre le virus. Mais maintenant, en fait, ils considèrent que ça fonctionne pour tout. Le cancer, depuis quand le cancer, c'est un virus? Le machin, donc il y a des vaccins pour tout. Donc pour les rhumes, pour les machins. Alors il faut savoir quand même, parce que moi c'est quelque chose que je connais assez, alors je ne vais pas rentrer dans mon CV, mais il faut savoir que l'ARN messager, c'est une technologie qu'on connaît depuis qu'on connaît l'ADN, en fait, a toujours le rêve de reprogrammer. Alors on peut reprogrammer avec comme une clé,
il y a des gens qui pensent qu'on peut reprogrammer avec des sons. On peut reprogrammer avec des ondes. Enfin, on peut. Ça, c'est tout ce qui est les expériences de Tesla, etc. Moi, je crois assez à ça. Je pense qu'il y a moyen de parler intimement au corps humain si on apprend à communiquer, entre guillemets. Mais, en l'occurrence, là, on n'apprend pas, on lui impose une attitude. Et c'est le cas, en fait, de cette thérapie génie qui a été imposée à l'humanité entière. Et la France a toujours été un éclaireur. Parce qu'il faut savoir qu'on nous racontait « Ah, mais regardez, c'est pire en Australie, c'est pire machin, etc. » Sauf que si vous preniez votre téléphone pour appeler un Australien, lui, il disait « Mais non, mais tout ce que vous racontez en France sur nous, c'est n'importe quoi. C'est vous le pays horrible. C'est vous. » Mais aux Français, on leur faisait croire qu'il y avait pire. Mais en réalité, on était le pays qui a fait tomber toutes les barrières partout dans le monde. Parce que qui se méfierait de la fille aînée de l'Église? Qui se méfierait du pays de la gastronomie? Qui se méfierait du pays des campagnes? Qui se méfierait du pays des Champs-Élysées, des marques de luxe, etc. Personne. Le pays des Lumières, le pays des poètes, des philosophes, de Saint-Tropez, de Carnac, de la Trinité-sur-Mer. Et personne. Alors qu'évidemment, tout le monde va se méfier des États-Unis, Hiroshima, les banlieues, Black Lives Matter, le dollar, ou de la Russie, les goulags, le machin et tout. Mais non, mais la France, nous, tout est... Ah, on a guillotiné, mais c'était pour la Révolution. Si on parlait de la Révolution, et là on est reparti pour 3 heures. Mais voilà, tout ce qu'on fait en France, c'est bien et ça devient la règle. Et donc le Covid. Ensuite, on est allé, les suspendus sont toujours suspendus en France. C'est une exception mondiale. Ensuite, on a, événement suivant, la Russie. Il y a les accords de Minsk. Minsk 1, Minsk 2. Les Russes en ont marre. Il y a des bombardements. 14 000 morts déjà dans le Donbass. Des civils morts, bombardés, qui vivent dans des conditions complètement folles en Europe. Mais ça n'intéresse personne. Il y a une guerre en Europe avec des bombardements, des gens qui se battent et qui se battent vraiment. Parce que ils n'ont plus leur retraite, ils n'ont plus rien, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, mais on coupe leur vie, on coupe leur machin, et le gouvernement, si vous écoutez les présidents de l'époque en Ukraine, c'est on va tous les tuer, quoi. Mais vraiment, mais ça passe pas dans nos médias. Ce qui passe dans nos médias, c'est éventuellement qu'il y a un mec qui s'appelle Zelensky, qui est le héros d'une série télévisée, qui joue du piano avec son sexe, qui est très drôle, qui danse un peu comme Cola Rocho, mais version beaucoup plus trash et beaucoup plus vulgaire. Et que la Poutine, c'est un pays dangereux, qui a tué, semble-t-il, une journaliste, Politkovskaya, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui pose beaucoup de problèmes à un mec qui s'appelle Navalny. Mais l'Ukraine, personne n'en parle. Tous les jours des bombes, tous les jours des morts, encore une fois 14 000 morts. Et à un moment, les régions en question demandent l'aide de la Russie. Ça fait des années qu'ils demandent l'aide de la Russie, mais la Russie les aide en donnant à manger, à boire. Mais ils font la même chose avec toute l'Ukraine. Il faut savoir que les Russes, pendant toute cette période, fournissent du gaz quasiment gratuit, payent l'Ukraine pour que le gaz qui va au-delà de l'Ukraine arrive, ce qui n'empêche pas les mecs de voler du gaz sur le chemin, mais bon, les Russes s'en foutent, quoi. Ils disent c'est comme ça, quoi. C'est des tricheurs, mais un jour peut-être ils vont arrêter d'être des escrocs, mais voilà. Et ils leur donnent à manger, etc. Et les Européens viennent parce que il y a des terrains à acheter, il y a des femmes pas chères, des organes pas chers, des bébés pas chers, des machins pas chers. Enfin, c'est la plaque tournante de tout, l'Ukraine. La drogue, le sexe, la corruption, enfin ce que vous voulez. Et tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Il y a des émissions à la télé, des reportages, etc.
Et là, subitement, les Russes disent ça suffit. Fin 2021, Poutine écrit directement en disant voilà, maintenant, soit il se passe ça, il écrit à Biden à l'époque, soit on va être obligé de prendre les choses en main. Et les Américains disent allez vous faire foutre. Enfin, ils ne disent pas vraiment ça, mais ils ne les prennent pas au sérieux. Ils se disent ils oseront jamais. Ils ont beaucoup souffert à sauver la Syrie. Ils ont beaucoup souffert à voilà, se tirer leur pays de cette situation. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période de Donald Trump, de 2016 à 2020, les Américains ont fait tout leur truc de Russian Gate, mais ils n'ont pas vraiment analysé ce que faisaient les Russes. Et pendant cette période, les Russes, ils ont fait des missiles hypersoniques, ils ont fait des nouveaux sous-marins différents, ils ont redonné, entre guillemets, le moral à leur armée, ils se sont occupés, entre guillemets, de remonter entre des conditions de vie des retraités, des anciens, des écoles, de tout ça. Et Poutine a accéléré en fait le travail qu'il avait entrepris depuis 1999 pour arriver en fait en 2020 à un pays avec une armée qui était aguerrie, puisqu'ils avaient combattu en Syrie. Donc il y a une armée qui avait confiance en elle, alors qu'elle avait perdu complètement sa confiance en elle. Une armée qui s'est battue contre l'OTAN, contre des terroristes, contre des machins, c'est quand même quelque chose d'utile, entre guillemets. Ils ont testé leurs armes pour sauver un pays. Et aujourd'hui, on voit à quel point il fallait sauver ce pays. Puisque quand on voit le gouvernement qui a été mis en place par les Occidentaux, voilà, c'est des terroristes qui tuent tout le monde. Et le pays va être découpé d'ici 2-3 ans. Ça va ressembler à la Yougoslavie version Rubik's Cube, quoi. C'est le truc. Mais vous savez, quand vous éclatez un Rubik's Cube et vous avez plein de petits morceaux. Voilà. Et donc, Poutine dit ça suffit. Personne ne l'écoute. Et là, Macron, de nouveau, prend la tête du monde. Il l'a pris pour le Covid, enfin, il l'a pris pour Notre-Dame, il l'a pris pour le Covid, et là, il le prend pour la Russie. Et il se met à appeler, aujourd'hui, ils se sont parlé pendant 2h30, pendant machin, pendant... Et on voit bien que ça n'avance pas, en fait. Lui, il veut gagner du temps. On découvrira après, par les révélations de Merkel, par les révélations de Hollande, qu'en fait, tout ce qui était fait par l'Occident, c'était pour gagner du temps. Bon, les Américains n'avaient même pas l'intention de gagner du temps, parce qu'ils ont cette impression de superpuissance qui fait qu'ils se disent « personne ne peut rien faire contre nous ». Mais il va rencontrer Poutine une fois, 2 fois, et la 3e fois, là, Poutine en a ras-le-bol. Donc il arrive avec un énorme avion, le plus gros avion présidentiel, et dans l'aéroport, tout le monde se rappelle de l'image, c'est mi-février 2022, il n'y a même pas un pot de fleurs. L'avion arrive, Macron est là, pas de tapis rouge, pas de pot de fleurs, un chauffeur, un mec de l'ambassade qui est là, qui a hésité à prendre 10 personnes de l'ambassade pour faire semblant, avec des joueurs de clarinette et de flûte pour faire style vous êtes très attendu, personne. Personne. Si vous voulez voir les images, je vous les montrerai pendant la pause, c'est incroyable. L'avion arrive, Macron est censé être le sauveur du monde qui est là pour la paix, et les Russes montent dès la première minute. Bon, on veut bien vous écouter, mais on ne va pas faire de cérémonie parce que vous foutez notre gueule. Donc on n'est pas dupes, mais si vous êtes venus avec un truc sérieux, pourquoi pas. Et la 2e humiliation, au Kremlin en fait, il y a la porte où on fait rentrer les gens normaux, et il y a la porte où on fait rentrer les traîtres. Et là, ils le font rentrer par la porte des traîtres. Mais vraiment, c'est le truc connu. Alors, on voit les images, c'est incroyable, c'est quasiment la porte des poubelles des cuisines du Kremlin. Non mais il faut vraiment voir les images. Et non mais, vous imaginez, dans un truc comme ça, il y a plein de gradations. Il y a la super belle porte, la porte correcte, et puis la porte, voilà, la porte dérobée, quoi. Où vous ne voulez pas montrer que le mec rentre chez vous. Mais c'est très très important. Alors, il y avait eu une petite fausse manip. Donc, dans la suite, il rentre effectivement par cette porte dérobée. Et ensuite, il y a toute une scène qui est un peu rentrée dans la légende. C'est-à-dire que Emmanuel Macron donc, passe par les couloirs plus ou moins dérobés. Et il arrive dans une salle avec une immense table.
Et Vladimir Poutine lui fait signe de loin de ne pas s'approcher pour le saluer ou autre, et de s'installer. Donc c'est une table qui fait plus de 6 mètres de long. Macron est seul à une extrémité, Poutine est à l'autre, mais à côté de Macron arrive une personne en fait qui s'avère être une chamane yakoute. Et pourquoi c'est important? Parce que vous vous rappelez, à cette époque, tous les médias, beaucoup d'experts de la télé racontaient en boucle que Poutine était malade, qu'il avait plein de cancers. Alors depuis, je pense que tout le monde a réalisé qu'il n'avait pas de cancer, à moins qu'il ait utilisé sur lui-même un traitement miracle qui a supprimé tous les cancers. Les gens qui racontaient ça, qui étaient très nombreux, je vous rappelle qu'ils sont toujours en boucle sur les médias. Donc ils se sont trompés sur absolument tout, sur la vitesse d'effondrement de la Russie, les cancers de Poutine, les puces de machines à laver, etc., etc. Mais ils sont toujours là, 3 ans après, à continuer à raconter tout et n'importe quoi aux spectateurs des télévisions. Donc Poutine n'avait pas de cancer. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant que je vais vous dire. Il était en réalité attaqué par de la magie noire, des égrégores de magie noire. Hein. Et comme je disais dans la salle aux personnes, je leur disais, bah, écoutez, est-ce que vous croyez à la magie? Donc il y avait quelques personnes qui levaient pas la main et je leur disais, bah, écoutez, c'est pas grave, je vais venir prendre une mèche de vos cheveux pour les donner à un sorcier vaudou. Et alors là, tout le monde levait la main parce qu'en réalité, tout le monde comprend bien qu'il y a des choses qui nous dépassent et en particulier dans le domaine de la magie noire. Et donc oui, il y a des égrégores de magie et oui, en fait, Poutine était attaqué et par des gens forcément très puissants, parce que lui-même, en tant que, compte tenu de son charisme, compte tenu de son énergie, doit être naturellement très protégé. Et donc il a été nettoyé de tout ça par des grands chamans yakoutes, dont la personne qui était là. Et Emmanuel Macron a senti cette aura, il a demandé que la personne quitte la salle, ce qui a été fait, puisqu'en fait elle a pu constater que le pouvoir de nuisance de Macron était fort uniquement à très grande proximité. C'est pour ça qu'il fait des câlins à tout le monde, qu'il essaie de toucher le plus possible les gens, de les prendre dans ses bras, mais que si on reste à une distance de sécurité d'environ 3 mètres, il a quasiment aucun impact sur les individus. Et si vous regardez toute la séquence ensuite, Vladimir Poutine s'assure de toujours rester le plus loin possible d'Emmanuel Macron. Et on sait tous très bien qu'à cette époque-là, il n'y a plus de risque de Covid. Donc ça, c'est un peu la légende de rester loin d'Emmanuel Macron. C'est vraiment lié à ça. Emmanuel Macron essaie de le rattraper et il y a ces espèces de mise en scène où il refuse. Et pareil, les pupitres pour les déclarations de fin de discours sont éloignés. Et là aussi, Vladimir Poutine va envoyer un certain nombre de pics, puisqu'il va dire qu'il se demande comment qu'Emmanuel Macron essaie de raconter un peu n'importe quoi, de tordre les choses, hein, comme il l'avait fait quelques années avant à Versailles, hein, où il avait reçu Vladimir Poutine. Et il avait voulu faire style, voilà, moi je vous reçois à Versailles, je suis le roi de France, je suis celui qui a été couronné un dimanche, etc. etc. Et finalement, vous êtes le chef d'un État qui est au bord de la ruine s'il n'avait pas les hydrocarbures, etc. Donc vous devez être très sympathique avec moi parce que j'ai votre avenir entre les mains. Donc on a vu qu'effectivement, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, avait l'avenir de beaucoup de monde entre les mains. En tout cas, sachez que depuis, ils se sont reparlés une fois récemment. Donc c'était une conversation où les médias français ont dit en boucle qu'ils s'étaient parlé pendant 1 heure. Je pense que c'était surtout une manière pour Vladimir Poutine de prendre un peu la température. Je doute qu'il accepterait une invitation quelconque d'Emmanuel Macron, où que ce soit dans le monde. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec l'Alaska. J'ai écrit là-dessus immédiatement. En général, j'essaie, quitte à y passer des nuits blanches, d'écrire mes lettres Substack immédiatement au fur et à mesure où les informations arrivent, pour ne pas être influencé par d'autres personnes
qui auront tendance à faire des analyses de fond quelques jours après. Et donc aussi, ça permet d'être toujours un peu en avance, d'être original, et puis d'assumer, d'avoir une pensée peut-être assez originale, assez alternative, mais qui finalement, au fur et à mesure des années, s'avère exact. Donc je suis désolé de dire, de faire mon auto-promotion, mais que ce soit sur le Covid, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur le climat, que ce soit sur LGBTQ+, et que ce soit en particulier sur le binôme présidentiel ou un certain nombre de personnes au sommet des États, eh bien mes analyses en général sont bonnes. Je notais d'ailleurs que Joe Rogan aussi était extrêmement déçu par Donald Trump et qui constate aussi, puisqu'il faisait une longue interview hier sur le sujet, qu'il a complètement perdu ses repères. Mais comme tout le monde en fait, quand on a eu l'impression que Trump pouvait jouer un rôle positif, eh bien on espère qu'il va, entre guillemets, reprendre le dessus et agir bien. Donc est-ce que c'est le cas avec Poutine pour ce rendez-vous en Alaska? J'ai eu une longue interview pour une chaîne russe il y a 2 jours sur le sujet. Ma conclusion n'était pas véritablement optimiste, et tout ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau du département d'État américain, au niveau du vice-président américain, au niveau du Congrès, du Sénat, n'est clairement pas encourageant, en particulier par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais également par rapport au fait que si les Européens payent, ils auront toutes les armes qu'ils veulent dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre d'autres types d'accords, même s'ils décidaient de fournir par la suite les armes à l'Ukraine, et donc que des armes américaines puissent être utilisées sans cesse pour faire du mal aux Américains. Je vous rappelle également ce qui vient de se passer, cet accord de paix entre guillemets entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où finalement les 2 pays se sont vendus pour différentes raisons aux Américains, mais les conséquences sont désastreuses, en particulier pour l'Iran dans un premier temps, qui se retrouve complètement isolé vers le nord par ce corridor qui est vraiment qui va marquer une nouvelle frontière nord pour l'Iran. Et la Russie aussi, qui voit son partenaire stratégique qui est l'Iran dans une situation finalement de plus en plus fragile, de plus en plus difficile. Alors cette nuit, les Iraniens auraient fait des tests de missiles. Quel est le message qu'ils veulent envoyer en faisant ça? Je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont fait. Le rendez-vous avec Donald Trump en Alaska est toujours pour l'instant maintenu à vendredi. Attendons de voir. De toute façon, ils ne pourront pas véritablement négocier les choses, puisque pour l'instant, l'Ukraine, telle qu'elle est en apparence gouvernée par Zelensky, et les pays de l'Union européenne ont dit non. Autre chose, d'un point de vue reconnaissance de Gaza, eh bien, en réalité, ça n'en prend pas le chemin, puisque les Israéliens semblent avoir décidé, au contraire, d'accélérer les choses. Et d'accélérer principalement vers la période de septembre-octobre. Je pense qu'ils attendent la fin des fortes chaleurs. Et puis à ce moment-là, de toute façon, les Palestiniens seront encore plus fatigués, épuisés par le manque de nourriture. On peut même dire véritablement la famine. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont mortes de faim, de la même manière que les journalistes. Et la soif surtout. Donc voilà, ça c'était pour compléter le petit morceau de vidéo qui avait sauté. Donc, non, c'est pas encore la pause. J'ai quelques minutes encore. Et donc, en fait, ils ont réalisé qu'il est très attaqué. Vous savez, on a les égrégores de prière positive, en fait, où on vous dit prier le 15 août, par exemple, puisqu'on va parler du 15 août tout à l'heure, en Alaska, la fameuse réunion qui est attendue. Mais en fait, il y a aussi des égrégores négatifs, c'est-à-dire des messes noires. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Angélique, Marquise des Anges? Levez la main. Plus haut. C'est bien.
Est-ce que vous vous rappelez que dans Angélique Marquise des Anges, il y a un petit nain qui s'appelle Barcarolle. Voilà, Barcarolle. Eh bien, ce petit nain, Je suis fan. dans Angélique, il l'amène dans une église où il y a une messe noire. Parce qu'en fait, peut-être que les enfants d'Angélique qui ont été enlevés par une dame qui s'appelle la Voisin pourraient être utilisés comme sacrifice humain. C'est bizarre quand même. On dit que c'est des trucs qui sont inventés par les complotistes aujourd'hui, mais c'était déjà dans Angélique Marquise des Anges en 70, et c'était dans les livres d'histoire et dans les machins. Alors cette église, juste pour vous informer, elle est exactement à l'endroit de la lanterne. Ah bon? Bah oui, non mais il n'y a pas de coïncidence. Et il était censé y avoir un sacrifice. Et on voit la scène où il y a un bébé qui va être trucidé au-dessus du corps nu de quelqu'un. Ça ne vous fait pas penser aux trucs spirit cooking dont on parle et qui sont censés ne pas exister. Mais pourquoi dans Angélique Marquise des Anges, avec Michel Mercier, etc., dans les années 70, on montre ça? Personne n'a jamais dit que c'était complotiste, personne n'a dit que c'était inventé. Donc des sacrifices humains d'enfants, et le sang allait être bu, etc., puisque c'était tout le truc, hein, ça allait être mis dans un calice. Donc on voit la scène, Angélique ne peut pas s'empêcher de faire un petit cri, donc toute la scène de gens, et là ça pourrait faire une bonne transition vers les sociétés secrètes, voit, et donc il va falloir la tuer, et donc ils réussissent à fuir, ils ferment la porte de l'église, sauf que Barcarolle est un nain, et il fait ça, et les mecs mettent leur pistolet dans le trou de la serrure et le tuent. Mais le bébé est mort, le machin, etc. Et tout le monde a oublié. Vous avez tous vu ça. Non, je peux oublier. Non, mais tu as vu cette scène? Ouais, je l'ai vu cette scène. Et pourtant, quand on vous dit que c'est des choses qui sont des contes de fées, que c'est inventé, que c'est dans... Mais non, c'était quelque chose qui existait. Les vampires. Oui, c'est ça, Les vampires. Vous savez qui a écrit le livre sur les vampires? Ah, c'est pas Kylian Mbappé. Est-ce que vous savez qui a écrit l'auteur de Dracula? C'est quelqu'un qui s'appelle Bram Stoker. Et en fait, il ne s'appelle pas Bram Stoker, il s'appelle Abraham Stoker. Ça change tout. Et puis il a un nom encore plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il se trouve que quand vous tirez le fil en arrière, ça vous amène vers l'Allemagne, l'Ukraine, enfin la région des Khazars, et qui vous faites le fil de sa descendance, ça vous emmène au McKinsey Institute, puisque son petit-fils est le patron du McKinsey Institute. Et si vous connaissez les grands cabinets de conseil, surtout celui qui a été le plus influent pendant la période du Covid, eh bien vous comprenez que c'est un poste clé, puisque quel est le rôle du McKinsey Institute? C'est de partager les savoir-faire qui sont acquis dans un pays et dans l'autre. Et bien McKinsey s'occupait, je crois, d'une 50aine de pays dans leur politique pour le Covid. Et si vous aviez été curieux, et j'espère que la plupart d'entre vous ont été curieux, mais vous aviez exactement la même chose qui se passait avec un petit décalage partout dans le monde. Et c'était la France qui était en tête de file de ça, puisqu'en fait on avait des budgets énormes pour McKinsey, on était les premiers. Alors, non, le Vatican aussi, parce que depuis François, le Vatican avait choisi pour s'occuper de sa communication McKinsey. La première décision de François quand il a pris la place de Benoît XVI, c'était que la communication du Vatican, vous imaginez, l'Église, elle prenait McKinsey pour son marketing. Non mais c'est... Et donc, McKinsey, et donc vous aviez en même temps, vous savez, au début, il y a des résistances. Alors il y avait eu l'événement 301 à New York, quelques temps avant pour préparer, puis il y avait eu H1N1, puis il y avait eu tout ça. Donc le système avait appris, mais il y a des résistances. Et donc pour faire tuer les résistances, pour faire disparaître les résistances, au début, seuls mouraient des personnes très âgées avec des conditions de vie très défavorables. Et donc il fallait... Alors à nouveau, il y a eu un petit problème dans la captation des images.
Donc comme je disais, il y avait eu des formations à New York où il y avait un certain nombre de représentants de haut niveau de plein de pays du monde, y compris la Chine. Souvent des événements coordonnés avec la fondation Bill Gates pour expliquer comment réagir en cas de pandémie mondiale. Et évidemment, tout ce qui a été mis en œuvre pour le Covid était parfaitement en ligne avec ce qui a eu lieu pendant cet événement 300. Mais de toute façon, il y avait eu beaucoup d'apprentissage. Mais ce qui se passait avec le Covid, c'est que assez vite, les gens ont eu conscience qu'il y avait des personnes à risque et des personnes sans risque. Et donc, au même moment, à peu près partout dans le monde, en tout cas partout dans les pays qui étaient conseillés par le McKinsey, eh bien, on a eu dans des hôpitaux des personnes dans la force de l'âge, la quarantaine, sportifs, etc., et tous dans le même état, sous respirateur artificiel, à l'article de la mort. Et donc partout, le message, c'est en fait non, ça nous concerne tous, même les personnes sportives en bonne santé, sans aucune circonstance aggravante, puisque jusqu'à présent, les seules personnes jeunes où ils avaient trouvé des risques de mort avec le Covid, c'était des personnes en très grand surpoids, avec d'autres complications comme le diabète par exemple, ou d'autres maladies chroniques. Et donc là, non, ils inventaient en fait les malades dans la force de l'âge. Mais on a vu, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, des personnes qui avaient été recrutées pour jouer les faux malades dans les hôpitaux, qu'en fait, ils étaient des faux malades, qu'ils étaient sous contrat, avec des clauses de confidentialité, mais ils avaient décidé de montrer, entre guillemets, ce qui se cachait derrière. Il y a d'autres personnes qui avaient montré à quel point les services d'hôpitaux étaient pas du tout pleins, au contraire, et même vide dans tous les hôpitaux privés, alors qu'on nous racontait qu'il fallait créer des hôpitaux militaires dans certaines régions, qu'il fallait déplacer les gens avec des avions militaires. Et vous vous rappelez, la chose la plus absurde, c'est quand on voyait les urgentistes s'habiller comme des hommes grenouilles pour aller chercher les personnes avec le Covid. Alors qu'évidemment, ils savaient très bien que les risques étaient particulièrement faibles. Mais comme les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils ne regardent que très rarement les informations qui leur sont utiles, mais ils voient ces images horribles et donc ça crée une panique, une docilité qui était très forte. Et ça a continué pendant tout un cycle, puisque en France, on est allé jusqu'au pass vaccinal. Alors moi, j'avais des copains qui étaient dans d'autres pays, Australie, etc., et qui me disaient tous, mais c'est incroyable, vraiment, la France est le pire pays. Alors que nous, on essaie de nous faire croire que sur certains sujets, la Chine était pire, sur d'autres sujets, c'était l'Australie, et sur d'autres sujets, la Nouvelle-Zélande ou l'Italie ou autre, alors qu'en réalité, on était les pires sur tout. Pourquoi les Chinois, eux, étaient particulièrement méfiants? Eh bien parce qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait vraisemblablement des variants du Covid qui étaient qui les ciblaient eux particulièrement. Et donc, ils ont pris en fait cette opportunité pour fermer complètement le pays et faire un immense nettoyage. Et la fin du nettoyage s'est traduit en 2013, en avril 2013, donc un peu après le premier anniversaire de l'opération spéciale russe, par la réélection de Xi Jinping et l'éviction devant tout le monde pendant plein congrès du Parti communiste de Hu Jintao. Donc c'est vraiment une image très importante, une date très très importante des 25 dernières années, puisque c'est une manière de dire ça y est, la Chine a entre guillemets profité du Covid pour faire une purge. Et en effet, si vous vous rappelez, à cette époque, il n'y avait plus personne ne pouvait aller en Afrique du Sud, donc aucun agent de la CIA, même pas les diplomates, personne. Et donc, au contraire, pratiquement tout le monde avait envie de fuir la Chine. Donc les Chinois étaient très contents, en revanche, de faire partir tous ces gens-là de chez eux.
ils ont enlevé les traîtres, ils ont enlevé les infiltrés, ils ont enlevé toutes les personnes qui n'étaient là qu'avec peut-être des intentions tordues ou des intentions malveillantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine peut être aussi résiliente. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, les Américains, la CIA, payent, et c'est pas des blagues, hein, sur les réseaux sociaux partout, des fortunes pour essayer de trouver des personnes en Chine qui accepteraient de rejoindre les rangs de la CIA ou autres américaines. Et alors ce qui est drôle, c'est que la description qu'ils font de la Chine représente beaucoup plus ce que sont les villes américaines. Vous avez dû voir défiler des images des banlieues de Los Angeles, des banlieues de Seattle, des banlieues de Philadelphie, etc. Et on voit bien que l'Amérique ressemble plus à des décors type Walking Dead, hein, des films de zombies, qu'à un pays dans lequel on peut rêver d'aller. Et je pense que ça va être de pire en pire, parce qu'en fait, ils font complètement fausse route avec le niveau d'endettement. C'est toujours pas terminé du tout, hein, tout ce qui était wokisme et LGBTQ+. Mais pour l'instant, en fait, ils ont Trump, entre guillemets, qui, sur beaucoup de dossiers, agit finalement bien mieux que n'aurait pu agir n'importe qui d'autre, Obama, Biden, etc. Aucun démocrate n'aurait pu faire toutes les erreurs et les horreurs que Donald Trump laisse faire avec ce génocide total à Gaza et puis bientôt dans le sud de Liban, en Cisjordanie et on le verra de plus en plus à l'intérieur de la Syrie, avant que ce soit le tour d'autres pays de la région, peut-être la Jordanie, peut-être l'Arabie Saoudite, peut-être l'Égypte, on verra. De toute façon, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui va arrêter les Israéliens à continuer d'ailleurs à vouloir détruire l'Iran, à vouloir détruire entre guillemets tous les pays qui résistent dans cette région du monde, mais également partout ailleurs dans le monde, puisqu'on voit bien ce qui se passe en France, où parfois certaines personnes disent qu'elles ont l'impression qu'on est un pays colonisé, comme peuvent l'être à certains égards l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc à quel moment le réveil aura lieu? Aujourd'hui, en fait, tout le monde parle de réveil par rapport au flux de migrants, par rapport aux banlieues, etc. C'est très étonnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir dans ces endroits-là de nuire durablement à ce qu'est la société française, qui était censée être une société dans laquelle il y avait la liberté de parole, et on a vu tout ça a disparu. Il n'y a qu'à voir les tortures, mais vraiment continuelles, qui sont infligées à des gens comme Dieudonné ou d'autres. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, et j'espère que ça vous a plu. Maintenant, partagez, communiquez, rejoignez ma lettre Substack. Contactez-moi à Bertrand@55bellechasse si vous avez des questions, si vous avez des difficultés particulières. Et je vous dis à bientôt, Bertrand@55bellechasse. Voilà, au revoir et bonne fin d'été.